Je propose de parler de la leçon 171 à l'agrégation externe, qui peut aussi intéresser les gens de l'agrégation interne, hein, parce qu'il y a quand même un gros tronc commun là-dedans. C'est sur les formes quadratiques réelles, coniques, exemples et applications, au pluriel. Alors, bon, je vais tenter de faire un 6 minutes, et comme j'ai tendance à m'étendre un petit peu, ça va faire plus de 6 minutes, mais voilà ce qu'il faudrait dire en gros dans une présentation de plan. Donc, on est sur Rn, une forme quadratique, on peut la voir sur Rn comme un polynôme homogène de degré 2. Voilà une façon d'introduire les choses. Mais si on est sur un espace E de dimension n, il faut vérifier que cette définition est indépendante du choix de base. Ce qui est vrai, parce qu'un changement de base, c'est homogène de degré 1, donc ça reste homogène ici de degré 2. Maintenant, si Q est une forme quadratique, donc un polynôme homogène de degré 2, qui ne dépend pas de la base choisie, alors il existe B, une forme bilinéaire de E croix E dans R, donc qui va être bilinéaire, symétrique, et qui va vérifier B de XX égale Q de X. La symétrie est importante pour avoir justement l'unicité de B, et on l'appelle la forme polaire de Q. Alors, elle est très pratique, elle demande d'être en caractéristique différente de 2, ce qui est vrai pour R, et ici, elle nous fournit une application linéaire de E dans E étoile, qui à X associe la forme linéaire B de X truc, d'accord, qui à Y donne B de X Y. Alors, ça c'est fondamental parce que ça permet de définir ce qu'on appelle le noyau d'une forme quadratique, le rang d'une forme quadratique, la matrice d'une forme quadratique dans une base, parce que ça relie avec la théorie des applications linéaires. On appellera ça donc respectivement le noyau de psi b, le rang de psi b, la matrice de psi b, mais là on choisit une base petit e de grand E et la base petit e étoile, la base duale du dual de E. Donc maintenant qu'on a des bases, on a des matrices de changement de base et on peut commencer à faire des classifications. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un changement de base? Ici, on peut se ramener à une autre matrice, que je vais appeler AQ', qui est égale à P transposé AQP. On était parti d'une matrice AQ qui définissait une forme quadratique, et on se ramène à une matrice A'Q dans une autre base, avec P, la matrice de changement de base. Donc c'est la méthode de Gauss qui nous aide à décomposer Q en combinaison linéaire de carrés de formes linéaires indépendantes, et qui permet, en prenant l'antédual, d'avoir une base dans laquelle la forme quadratique Q est diagonale. Alors ça c'est intéressant, parce que la diagonalisation est vraiment facile et gratuite. Ça c'est vrai sur n'importe quel corps de caractéristiques différentes de 2, mais sur R, on a la particularité que R étoile quotienté par R étoile carré, donc les carrés de R étoile, c'est juste 1 moins 1, c'est-à-dire le signe. Eh bien, ça nous apporte la notion de signature. Et on a le théorème de Sylvester qui dit que A va être congruente à une matrice D qui est diagonale avec que des 1, des moins 1 et des 0. Voilà. Son rang, évidemment, c'est le nombre de 1 plus le nombre de moins 1. Mais ce qui est fort dans le théorème de Sylvester, c'est que le nombre ici de 1, qu'on appelle S, le nombre de moins 1 étant T, le rang étant S plus T, S ne dépend pas de la base choisie. Parce que des bases dans lesquelles ceci s'écrit, il y en a énormément. Il faut imaginer que quand il n'y a que des 1 ici, c'est-à-dire quand la forme est définie positive, et alors les bases dans lesquelles la forme quadratique s'écrit sous cette forme-là, une diagonale avec le D1, c'est ce qu'on appelle des bases orthonormées. Eh bien, justement, il y a beaucoup de bases, mais il y a très peu de S possible. Pour une forme quadratique donnée, S ne dépend pas de la base choisie, ne dépend que de la forme quadratique. Et S, c'est le max de dim F, où F, c'est un sous-espace sur lequel Q est défini positive, c'est-à-dire Q de X est strictement positif pour X différent de 0. Donc, on a en particulier donc, la notion de forme définie positive, et dans les formes définies positives, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Sylvester peut s'interpréter agréablement de la façon suivante. On a une action de GLN par congruence sur les matrices symétriques, et les orbites sont indexées par la signature. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une matrice de forme normale, comme ceci, dans chaque orbite, et une seule,
Et donc, il est intéressant de connaître son stabilisateur. Et le stabilisateur, c'est un sous-groupe, on le sait, qu'on appelle OST, et qui, en particulier, quand on regarde la matrice IN0, donc avec que des 1, eh bien, c'est O de N. Alors ensuite, on peut regarder l'action de congruence de O de N, justement, sur l'espace des matrices symétriques, réelles, et là, on a un invariant intéressant, ce sont les valeurs propres, parce qu'il se trouve que O de N, quand on agit par congruence sur O de N, si P appartient à O de N, c'est-à-dire que si on fait un changement de base orthonormé, P transposé est égal à P-1. Donc, être congruent, c'est aussi être semblable. Voilà. Et donc, on a comme invariant les valeurs propres réelles. Et le théorème spectral dit que, ou le théorème d'orthogonalisation simultanée, dit que deux matrices symétriques sont O de N congruentes, ou O de N semblables, si vous préférez, si et seulement si elles ont même valeur propre, même spectre. Voilà. Alors, voici des applications de tout ça. Alors, forme de Hankel, quand j'étudie un polynôme réel, je peux compter le nombre de racines réelles, le nombre de racines avec multiplicité, grâce à une forme quadratique, c'est assez intéressant. La quadrature de Gauss, c'est-à-dire quand on a un polynôme réel, on peut calculer des intégrales de ce polynôme grâce à une orthogonalisation de certaines formes sur l'espace des polynômes. On a aussi des exemples intéressants sur les matrices, avec la forme trace, donc M donne trace de M transposé M. Par exemple, on peut calculer pour la norme 2, et à l'aide de la décomposition polaire, la distance de la matrice nulle au groupe SLN de R. Voilà. Bien sûr, il faut parler de l'étude des coniques, c'est-à-dire qu'on a le groupe affine qui agit sur les coniques, et on peut avoir des invariants des coniques grâce au théorème de Sylvester. De la même manière, le groupe des isométries agit sur les coniques, et on peut avoir des invariants, mais cette fois-ci des invariants euclidiens des coniques, grâce au théorème spectral. On a aussi, parce qu'on est sur R, une étude possible des extrémas d'une fonction, parce que quand la différentielle d'une fonction de Rn dans R s'annule, ce qui nous reste pour étudier la fonction, c'est le terme de degré 2, et ça, c'est une forme quadratique réelle. Voilà. Alors, dans le cadre de la leçon 171, donc on a déjà fait le 6 minutes, on va tout de suite parler des pots de banane. Il y a quand même des grosses pots de banane classiques et même attendues par le jury. Alors, essayez de faire en sorte de ne pas tomber dedans parce qu'elles sont trop classiques. On sait que ça va tomber, quoi. Le jury prévoit le truc. C'est comme le coup de l'aveugle et du râteau, quoi. Alors, on va regarder, j'en ai mis 5, en fait il y en a 4, parce que ces deux-là, elles sont équivalentes. Premièrement, il ne faut pas confondre le noyau de la forme quadratique et le cône isotrope. Parce que le noyau de la forme quadratique, on a envie de dire, c'est l'ensemble des x tel que q de x égale 0. Non, c'est pas ça le noyau de la forme quadratique. On avait dit qu'il y avait une application psi b, donc à une forme quadratique, à la forme polaire b, et psi b qui va de E dans E étoile, et qui à x donne la forme linéaire b de x truc. Voilà. Donc ça, c'est une application linéaire, et le noyau de la forme quadratique, c'est exactement le noyau de cette application linéaire. Donc c'est l'ensemble des x tels que b de x truc et la forme linéaire nulle, c'est-à-dire b de xy égale 0, quel que soit y dans E. Voilà donc le noyau de la forme quadratique. Et le cône isotrope, ça, c'est bien l'ensemble des x de E, tel que q de x égale 0. Donc, en général, évidemment, quand je pose y égale x là-dedans, je me rends compte que j'ai q de x, donc j'ai une inclusion, mais en général, c'est une inclusion stricte. Remarquez, mais ça, c'est plus une peau de banane, c'est quelque chose à savoir, c'est dans le cas positif, si la forme quadratique est positive, alors il y a égalité. Et ça vient du Cauchy-Schwarz, parce qu'on a une inégalité de Cauchy-Schwarz
dans le cas positif, qui se montre exactement comme dans le cas défini positif, et on se rend compte, grâce au fait que b de xy, ceci au carré, est inférieur, donc ça, c'est supérieur à 0, hein, est inférieur à q de x, q de y, on se rend compte que si x est dans le cône isotrope, alors b de xy égale 0, quel que soit y. Donc on a l'inclusion inverse grâse à Cauchy-Schwarz. Voilà. Mais bon, ça, attention, c'est pas une peau de banane, hein, ça, si vous le savez, c'est bien, quoi. Voilà. Deuxième peau de banane, non dégénéré ne veut pas dire défini positif. Souvent, les choses sont confondues. On sent que les candidats ont tellement travaillé avec du défini positif que quand arrive le non dégénéré, il y a une confusion qui s'est déjà faite. Ben non. Hein, par exemple, si vous prenez une forme quadratique sur le plan R2 de signature 1,1, d'accord, donc par exemple la forme quadratique x2 moins y2, qui s'écrit matriciellement 1 moins 1 en diagonale, comme ça, dans la base canonique de R2, eh bien, cette matrice-là, bah, c'est non dégénéré, évidemment, parce que le déterminant ici est nul, et ce n'est pas défini positif, puisque Q de E2, hein, le deuxième vecteur de la base canonique, est égal à moins 1 négatif. Voilà. Donc, surtout, ça, ce serait vraiment horrible de confondre les deux. Ensuite, deux peaux de banane qui sont conjointes. Si Q est non dégénéré, on n'a pas forcément la restriction de Q à F non dégénérée. Elle peut être parfois, accidentellement, on va dire, dégénérée. Voilà. Hein. Regardez ici, vous prenez cette forme quadratique, et vous regardez la restriction à la droite engendrée par E1 plus E2. E1 plus E2, Q de E1 plus E2, ça fait Q de E1 plus Q de E2 plus 2 fois B de E1, E2, c'est 0. Donc ça fait 1 moins 1, ça fait 0. Donc ça veut dire que sur cette droite-là, ça va être nul. Donc vous voyez qu'on avait une forme non dégénérée, mais on regarde sur la première bisectrice, et tout d'un coup, la forme devient dégénérée. Et ça, pareil, c'est la même chose que ça, c'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude du défini positif, on sait que quand Q est défini positif, alors la restriction de Q à un sous-espace est encore définie positive, parce que ça c'est la positivité. Donc si c'est vrai quel que soit x dans E, ça c'est vrai quel que soit x dans F, puisque F est inclus dans E. C'est tout. Voilà. Alors pareil, quelque chose qui est très trompeur, la dimension de F orthogonale est égale à la codimension de F. Ça, on le sait quand Q est non dégénéré. Sinon, la dimension de F orthogonale peut devenir plus grande. Hein. On peut rajouter des choses qui sont de l'ordre du noyau. Alors, si Q est non dégénéré, on a ça. Donc, on imagine que F et F orthogonale sont en somme directe. Eh bien non, hein, c'est pas vrai, hein, d'accord? Parce que l'intersection, on peut avoir ici F inter F orthogonale non nulle. C'est exactement ce qui se passe dans l'exemple ici de la première bisectrice, hein, pour cette forme quadratique-là. D'accord? Parce que F, là, dans ce cas-là, la première bisectrice, eh bien, la dimension de son orthogonale, c'est 1, puisque c'est 2 moins 1, d'après cette formule, parce qu'on a une forme non dégénérée, mais la droite orthogonale, c'est elle-même. Donc, c'est pas en somme directe. Voilà. En fait, en général, l'intersection de F et de F orthogonale, c'est le noyau de la restriction de la forme quadratique à F. Voilà. Alors, bon, ces points-là, quand même, se ressemblent un petit peu. C'est un petit peu les mêmes candidats qui font ces confusions, donc faites attention à ces confusions-là. Finalement, la confusion, c'est de croire que tout se passe comme le défini positif. Non, il y a des choses qui ne se passent pas comme ça. Dans le défini positif, on fait des tas de récurrences sur la dimension en regardant l'orthogonale. Bon, vous avez des tas d'exemples de preuves comme ça, comme une preuve du théorème spectral qui utilise ça. Ou alors une preuve du théorème des endomorphismes normaux, des choses comme ça. Quand on est dans le défini positif, on a toujours une somme directe. Mais ce n'est pas vrai en général. Donc faites bien cette distinction, hein, pour pas rentrer dans les statistiques. Maintenant, dernier point important, et là encore très classique, les gens disent classification des coniques. Donc regardez, conique fait partie du titre,
Et aux grandes dames de pas mal de candidats, et même je dirais aux grandes dames du jury, hein, on est dans la même galère dans cette histoire. On n'a pas plus fait une formation réelle sur les coniques quand on était jeune que vous. Bon, voilà. Mais la classification des coniques, il faut savoir ce que veut dire le mot classification quand on fait des mathématiques. Quand on dit classification, ça veut dire quelque chose. C'est pas juste les coniques, c'est classification. Que veut dire classification? Et souvent, on se retrouve dans un espèce de langage de sourds entre le jury et le candidat, où le jury dit « qu'appelez-vous classification des coniques ?» Et le candidat dit « c'est les coniques ». Non, on est en train de parler de la classification des coniques. Alors là, il y a une différence. Le jury peut poser aussi comme question de quelle classification vous parlez. Il y en a plusieurs de classifications des coniques. Et là, on perd le candidat. Alors, la chose est très simple et tient en une phrase et son corollaire. La phrase, c'est que si C est une conique, ça veut dire l'ensemble des solutions d'une équation à deux inconnus, dans R, X et Y, de degré 2, mais pas homogène, pas forcément homogène, hein, donc de degré 2. Donc si C est une conique et si G est un élément du groupe affine, GA2, donc, qui agit sur R2, forcément en agissant sur R2, il agit directement sur la conique. Hein, d'accord, vous avez G et C, enlever ceci, G de C. Et qui va être une conique aussi, parce que G c'est un élément du groupe affine, donc c'est une transformation de degré 1, et là c'est du degré 2, donc là ça va vérifier aussi une équation de degré 1, parce que ça c'est inversible, bon, on peut le voir très facilement. Bref, G de C est une conique. Et maintenant, puisqu'on a une action de groupe sur les coniques, du groupe G de A2 sur les coniques, on a des orbites. Et donc on veut classifier les orbites pour cette action. C'est-à-dire, pour nous, ça va être la même chose si on est dans un élément de l'orbite ou dans un autre élément. Et on appellera ça hyperbole, ellipse ou parabole, ou alors des cas dégénérés comme des droites parallèles, des droites confondues, etc. Donc maintenant, le corollaire, c'est que, donc, d'abord, ce que ça veut dire, la classification, c'est la classification des orbites d'une action. Voilà. Mais le corollaire, c'est qu'il y a plusieurs classifications selon le groupe que l'on prend. On pourrait prendre GA2, on pourrait prendre le groupe affine, mais on pourrait prendre le groupe des isométries. Et là, bien sûr, il y a beaucoup plus d'orbites qui sont beaucoup plus restreintes et qui vont avoir des invariants. Voilà. Donc là-dessus, il faut savoir ce que c'est que classification affine ou euclidienne. Bon, après, on peut aller plus loin, mais c'est inutile. Il y a aussi une classification par les similitudes, où la notion d'excentricité va apparaître. On a aussi la notion de classification projective des coniques, mais là, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, quoi, même si on pourrait en parler ici, dans le cadre de cette leçon. Alors, toujours sur la leçon 171 sur les formes quadratiques réelles, voici quelques questions de jury. C'est des questions authentiques de jury qui sont posées. Alors, soit f et g, deux formes linéaires sur un espace vectoriel de dimension finie sur R. On va supposer ici que f et g sont indépendantes. Montrer que f fois g est une forme quadratique, donc c'est l'application qui a x donne f de x fois g de x dans R, évidemment. C'est bien défini comme application de E dans R. Donc, vous montrez que c'est une forme quadratique. Quelle est sa signature? Alors, vous pouvez le trouver dans Nouvelles histoires hédonistes, le 5D2, chapitre 5, exercice D2. Alors, regardez, c'est l'idée. Déjà, pourquoi c'est une forme quadratique? Alors, on peut dire, on voit bien, on a une forme linéaire, donc c'est homogène de degré 1, fois une autre forme linéaire, c'est homogène de degré 1. Donc, quand on multiplie, ça va être homogène de degré 2. Voilà, donc c'est une forme quadratique sans autre forme de procès, quoi. Oui, alors on peut aussi vous demander est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la forme polaire, et voir la forme. Bon, la forme polaire, elle n'est pas difficile à deviner. Ça va être xy donne f de x, g de y, plus f de y, g de x. Voilà, tout simplement. Bon. Maintenant,
Donc on voit bien que c'est linéaire en X, c'est linéaire en Y, et c'est symétrique. Donc par unicité de la forme polaire, vous pouvez affirmer que c'est la forme polaire de cette forme quadratique-là, qui devient du coup quadratique si on ne veut pas le faire par l'homogénéité de degré 2. Hein. Quand vous posez x égale y, vous retombez bien sur f de x, g de x. Voilà, donc voilà déjà une première chose. Quelle est sa signature? Alors là, pour avoir sa signature, c'est ça qui est amusant, c'est que à partir du moment où elles sont indépendantes, d'accord, vous pouvez les compléter en une base. Donc f et g sont les premiers vecteurs d'une base de E étoile. Et vous regardez la base antéduale dans E, c'est-à-dire la base de E, telle que cette base du dual qu'on vient d'obtenir, c'est la base des coordonnées hein, dans la base de E. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que F, c'est le x1, c'est la première coordonnée, et G devient la deuxième coordonnée de x dans cette base. Voilà. Et donc, quelle est la signature? On voit tout de suite à la formule que ça, c'est 1 quart de x1 plus x2 carré moins x1 moins x2 carré. Oups. D'accord, qui sont des formes indépendantes, bon, ça c'est la méthode de Gauss, que la signature c'est 1,1. Souvent, on pouvait rester assez longtemps avec le candidat rien que pour montrer que c'était une forme quadratique, hein, c'est-à-dire où le candidat partait sur regarder fg de x plus y moins fg de x moins fg de y, le tout sur 2, c'est-à-dire la forme polaire, la formule de la forme polaire, et essayer de montrer que ceci est linéaire en x et en y. Et là, ça pouvait prendre beaucoup de temps. Hein. Ça, c'est beaucoup plus express, de deviner par strabisme, en quelque sorte, quelle est la forme polaire, ou encore plus express, dire c'est tout simplement un polynôme homogène, quoi, de degré 2. Deuxième petite question de jury. Pourquoi une matrice symétrique définie positive peut s'écrire sous la forme P transposée, identité P? D'accord. Bon, là, il y a une réponse simple, c'est que, étant donné qu'elle est symétrique définie positive, il faut penser en termes de forme quadratique. C'est-à-dire que la forme quadratique associée est définie positive. Donc, cette matrice A, la matrice symétrique définie positive, c'est la matrice de B de EI, EJ, où B, c'est un produit scalaire. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le voir. Alors maintenant, on fait un changement de base. Q transposé à Q, c'est-à-dire que cette base-là, qui a priori n'est pas orthonormée, on va la rendre orthonormée. Comme on a un produit scalaire, on sait qu'on a au moins la méthode de Gram-Schmidt, et on a une base orthonormée, ce qui veut dire qu'on a ici l'identité. Voilà. Et donc, on prend P égale Q moins 1, et ça marche. Voilà. Le tout, c'est de voir que ça veut dire qu'une matrice symétrique définie positive, elle est congruente à l'identité. Et ça, finalement, c'est une petite partie du théorème de Sylvester. C'est la signature qui vaut N0. Voilà. Peut-on trouver une matrice symétrique non diagonalisable? La réponse, c'est non sur R. Bon, alors maintenant, ça, c'était la première réponse. Maintenant, sur C, oui. Regardez, vous prenez 1i et vous multipliez par i. Ça fait i moins 1. Comme ça, vous obtenez ici une matrice qui est symétrique. Maintenant, est-ce qu'elle est diagonalisable? On voit que sa trace est nulle. Son déterminant, évidemment, il est nul, puisqu'on a pris des vecteurs C liés. Et donc, ça fait que le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est juste x2. Bon, voilà, hein, donc elle est nilpotente. Comme elle est nilpotente non nulle, elle est non diagonalisable. Alors, montrez maintenant que si A appartient à Sn++, donc c'est des matrices symétriques définies positives, alors toutes ces matrices, ces sous-matrices principales, sont encore dans Sn++. Donc vous regardez, ici les sous-matrices principales, vous prenez ici, vous partez des m premières colonnes et des m premières lignes, et ça vous fait une sous-matrice principale pour tout m compris entre 1 et n. Voilà. Alors, le problème dans cette question, c'est quand le candidat va partir sur les valeurs propres. C'est-à-dire qu'il va vouloir dire, est-ce que je peux tirer des valeurs propres de la sous-matrice principale en fonction des valeurs propres de la matrice? Ça, c'est extrêmement difficile, c'est pas possible. C'est parce que
on veut trop penser en termes de théorème spectral et pas assez en tant que Sylvester. A priori, Sylvester est quand même la démarche la plus naturelle face à des matrices symétriques réelles. Bon, alors donc, bref, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que A est dans Sn++, à A, on va lui associer non pas un endomorphisme dont on chercherait les valeurs propres, mais une forme quadratique, hein, quand on a une base. Voilà, avec la base EI. D'accord? Donc on a à une forme quadratique, on lui associe une matrice, et une matrice, une forme quadratique, évidemment, une fois qu'on a une base fixée. Maintenant, là, EI, I est compris entre 1 et n, et on va regarder juste la restriction au sous-espace Fm engendrée par la partie libre E1 jusqu'à Em. D'accord? Et en fait, comme A est définie positive, ça veut dire que Q est définie positive, donc toute restriction est définie positive, et cette matrice que je peux appeler A indice M, la sous-matrice principale, est en fait la matrice de cette restriction, c'est justement la sous-matrice principale. Voilà, donc évidemment, comme Q est définie positive, la restriction est encore définie positive, c'est évident. Voilà, une autre question de jury, pourquoi une forme quadratique définie? Définie, ça veut dire, si Q de x égale 0, alors x égale 0. Voilà, c'est ça défini. Pourquoi est-elle forcément définie positive ou définie négative? Bon, alors, donc ça, on voit bien que c'est lié au théorème des valeurs intermédiaires. Donc c'est plus une question d'analyse, mais bon, qu'il faut savoir faire, évidemment. Donc on va supposer qu'elle est définie, mais par l'absurde qu'elle n'est ni définie positive ni définie négative. Dans ce cas-là, il y a un x tel que q de x est strictement négatif, et on a un y tel que q de y est strictement positif. Et donc, on va avoir une fonction qui va aller de 0, 1 dans R, et qui va associer q de 1 moins tx plus ty. Alors, en 0, ben, ça va faire q de x, donc ça va être négatif. En 1, ben, ça va faire q de y, donc ça va être positif. Donc, comme ça, c'est un polynôme homogène de degré 2, ben, forcément, c'est continu. Donc, ça passe du moins vers le plus. Donc, forcément, ça s'annule quelque part, ce qui est en contradiction avec le fait que la forme quadratique est définie. Donc, forcément, s'il y a un x pour lequel c'est négatif, ben, ce sera négatif partout, et inversement pour les positifs. Voilà, on va continuer sur les questions de jeu. Deux autres questions un petit peu plus difficiles. Bon, elles sont toutes dans les exercices du chapitre 5 de Nouvelles histoires hédonistes de cours de géométrie. Vous avez soit Q, une forme quadratique réelle de signature ST, on va supposer qu'elle est non dégénérée, c'est-à-dire S plus T égale N, hein, la dimension de l'espace ambiant, et F, un sous-espace vectoriel tel que Q restreint à F et la forme quadratique nulle. Il faut montrer que la dimension de F est inférieure ou égale au min de S et T. Et est-ce qu'on peut trouver un F qui assure le cas d'égalité? Alors, on va prendre donc une base de Sylvester, c'est-à-dire une base dans laquelle donc E1 jusqu'à ES, donc là ici on va avoir Q de EI égale 1, pour I allant de 1 à S, Q de EI égale moins 1 pour I allant de S plus 1 à N, et que ce soit une base orthogonale. Donc, évidemment, on sait que cette base existe par hypothèse sur la signature. Et donc, la matrice de Q, ça va être cette fameuse matrice de forme normale, I indice ST, dont on parle forcément dans une leçon. Hein, on en a parlé dans la leçon. Alors, ici, on va prendre G, le sous-espace engendré par E1 jusqu'à ES. Il est de dimension S, donc forcément, F inter G est égal à 0. Parce que si on prend un élément non nul, bah forcément, vous voyez bien que Q est définie positive sur G, ce qui veut dire que, puisqu'il y a une base orthonormée, hein, Q est définie positive sur G, ce qui va faire que si un élément est non nul dans G, forcément Q de x est différent de 0. Alors que s'il est dans F, forcément Q de x égale 0. Donc là, il y a contradiction, ce qui fait que F inter G est réduit au vecteur nul. Donc, par la formule de Grassmann,
ben, la dimension de f est inférieure ou égale à n moins la dimension de s. Ça, c'est parce que j'utilise la formule de Grassmann avec en plus le fait que f plus g, sous-espace f plus g, est inclus dans E. Ce qui va faire que la dimension de f plus g est inférieure à n. Voilà. Mais n-s, ben, par hypothèse, c'est égal à t, ce qui va faire que dim de f est inférieur à t. Et de la même manière, en remplaçant ce sous-espace par celui engendré par les t derniers vecteurs, eh bien, dim de f sera inférieur à s, ou égal à s. Donc la dimension de f est inférieure au min des deux. Voilà. Maintenant, le cas d'égalité, bah, c'est facile. Supposons par exemple que c'est s le plus petit des deux. Alors on peut construire une base E1 plus ES plus 1, E2 plus ES plus 2, jusqu'à ES plus ES plus S, c'est-à-dire E2S, ça forcément, puisque S est le plus petit des deux, et ce qui va nous faire qu'on va pouvoir prendre F engendré par cette famille-là. Alors cette famille est libre, ça c'est facile à voir, parce que les EI forment une base. Ensuite, elle est orthogonale, ça c'est facile à voir, parce que la famille EI est orthogonale. Et puis, ce sont que des vecteurs isotropes, parce que ce sont des vecteurs orthogonaux, on fait la somme de vecteurs orthogonaux. Donc comme ils sont orthogonaux, on a Q de E1 plus ES plus 1, ça fait Q de 1 plus Q de ES plus 1, et ce qui fait 1 moins 1, donc ça fait 0. Donc F, la matrice, si vous voulez, de la restriction de Q à F est la matrice nulle. Donc on a un sous-espace F qui assure l'égalité. Voilà. On dit que F est totalement isotrope. Voilà. Et donc il est totalement isotrope maximal, ce qu'on appelle les cétimes, qui sont importants dans la théorie. Alors maintenant, l'autre exercice, pareil, on peut le trouver dans NH2G2, M donne trace de M carré. Donc c'est une forme quadratique sur l'espace des matrices. Alors effectivement, on voit bien que c'est homogène de 2 à 2, c'est très facile. Maintenant, si on veut sa forme polaire, c'est facile aussi de voir que c'est trace de Mn. Alors on aurait pu dire 1/2 de trace de Mn plus trace de Nm, mais comme trace de Mn c'est égal à trace de Nm, ça fait trace de Mn. Voilà, donc on voit bien que c'est une forme quadratique, et on demande quelle est sa signature. Et bien la signature, au final, j'affirme que c'est, donc la signature, ça va être, pour les positifs, n plus 1 sur 2, et n moins 1 sur 2. Alors pourquoi? Parce que, en fait, on va avoir un sous-espace sur lequel Q est défini positif, un sous-espace sur lequel Q, bon j'appelle Q cette forme-là, est défini négatif. Et attention, c'est là le piège, c'est qu'on croit que ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut montrer que ces sous-espaces sont orthogonaux. Voilà. Alors je vous rappelle que la trace de M transposé M, c'est la forme euclidienne canonique sur l'espace des matrices, puisque quand on fait le calcul, on tombe sur la somme pour tous les IJ de MIJ au carré. Voilà. MIJ, c'est les coefficients de M, de grand M. Voilà. Alors ça, on a tout de suite du coup que ça va être positif sur Sn de R, parce que si on regarde la trace de S carré, eh ben, c'est la trace de S transposé S, donc forcément ça va être défini positif, et la trace de A carré, ben, c'est la trace de, si A est antisymétrique, c'est la trace de moins A transposé A. Donc c'est moins la trace de A transposé A, donc c'est une forme définie négative. Voilà, donc on a déjà le premier point. Et maintenant, il faut montrer qu'ils sont orthogonaux pour la forme polaire. Et orthogonaux, donc la forme polaire, je vous rappelle que c'est au couple Mn, on associe la trace de Mn, et vous allez calculer trace de AS, et il faut montrer que c'est égal à 0. Toujours, quel que soit A dans antisymétrique et S symétrique. Mais là, regardez, on va utiliser le fait que la trace est stable par transposition, et ça va nous éviter les calculs. Regardez, trace de AS, c'est trace de la transposée de AS. Mais ça, c'est S transposé, A transposé. S transposé, c'est S,
A transposé, c'est moins A par construction. Ça fait trace de moins SA. Donc ça fait moins trace de SA. Mais trace de SA, c'est trace de AS. Donc ça fait moins trace de AS. Donc ça veut dire que trace de AS est nulle. Voilà. Et donc la signature, hein, c'est la dimension ici de ce sous-espace, virgule, la dimension de celui-là, puisque là-dessus c'est défini positif, là-dessus défini négatif, et ils sont orthogonaux. Voilà pour les questions de jury. Alors voilà, un dernier volet sur cette leçon 171 avec les développements possibles, les suggestions de développement. Mais avant tout, un petit erratum. D'abord, j'avais parlé dans la dernière vidéo des formes définies, c'est-à-dire des formes quadratiques telles que sur R, telles que Q de x égale 0 implique x égale 0, et qu'elles sont forcément soit définies positives, soit définies négatives. Voilà. Lipschitz me fait remarquer que je ne suis pas assez précis à la fin, et il a raison. Quand je dis qu'on va supposer que c'est ni l'un ni l'autre, donc il existe un x tel que q de x est strictement positif et un y tel que q de y est strictement négatif, dans ce cas-là, je regarde ce segment-là, ici, pour t entre 0 et 1, et forcément, comme il va de q de x et il est continu et vers q de y, il va forcément s'annuler. Bon, c'est pas tout à fait une contradiction en soi, il peut s'annuler, et dans ce cas-là, ça veut dire que, d'après l'hypothèse, que 1 moins tx plus ty s'annule. Mais là, bien sûr, ça ne va pas aller, parce qu'il va s'annuler pour un t strictement compris entre 0 et 1, ce qui va faire que y va s'écrire sous la forme lambda x. Pourquoi? Parce que cet élément-là est forcément nul d'après cette hypothèse. Voilà. Donc ça veut dire que y, comme y et x sont non nuls, t est non nul, on a forcément y et x qui sont collinéaires, et donc q de y est égal à lambda de q de x, et ça c'est pas possible, ils ne sont pas de même signe. Voilà déjà une première réflexion. Ensuite, il y a eu un deuxième message intéressant de Pierre Gonin-Joubert qui ressemble à cette méthode-là, mais il faut bien reconnaître, beaucoup plus élégant. Bon, pour n égale 1, c'est pas un problème, mais on va regarder lorsque n, la dimension de l'espace ambiant, est strictement supérieure à 1, et bien dans ce cas-là, E, l'espace ambiant, l'espace réel, moins 0 est un connexe, évidemment, et donc, bon, finalement, c'est le TVI, hein, c'est le théorème des valeurs intermédiaires, mais c'est vu de façon plus jolie, Q de E moins 0 est un connexe de R. Mais mieux que ça, d'après l'hypothèse ici, étant donné qu'on a enlevé 0, ici on ne peut pas avoir 0, d'accord, par contraposé, et donc c'est un connexe de R étoile. Comme c'est un connexe de R étoile, il ne peut se situer, il ne peut être qu'un intervalle, bien sûr, mais c'est un intervalle soit de R plus étoile, soit de R moins étoile. Et donc ça peut être soit défini positif, soit défini négatif. Donc merci à Pierre Gonin-Joubert pour cette méthode élégante. J'avais aussi une autre méthode, mais nettement moins élégante, c'est d'appliquer justement Sylvester, et de dire de toute façon, la signature de Q, on regarde toutes les signatures possibles, elles sont de la forme ST. Alors par hypothèse, S plus T, qui est le rang de la forme, est égal à n tout entier, parce que la forme est forcément non dégénérée. Et si S est strictement positif et T strictement positif, on va avoir un vecteur donc EI de la base de Sylvester tel que Q de I égale 1, un vecteur EJ tel que Q de EJ égale moins 1 à cause de ça. Les vecteurs de la base de Sylvester vérifient évidemment qu'ils sont orthogonaux, et ce qui va nous faire que Q de EI plus EJ est égal à, en développant, ça fait 1 moins 1 plus 2 fois 0, ça fait 0. Voilà, donc ce qui fait que forcément, d'après ça, les signatures possibles sont n0, donc défini positif, ou 0n, donc défini négatif. Voilà, c'était plusieurs méthodes avec des niveaux d'élégance quand même largement différents. Et maintenant, on attaque les vrais développements. Alors voici quelques suggestions de développement relativement raisonnables. Vous allez trouver les premiers
surtout dans Carnet de voyage en algébrie, ils y sont tous dans le chapitre 2, et celui-ci, non, par contre il est dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, ce serait dans le chapitre 6, parce qu'il utilise la décomposition polaire. Alors, d'abord, oui, tout hyperplan de Mn de R contient une matrice orthogonale. Ça, c'est assez sympathique. L'idée est simple, c'est que si vous prenez un hyperplan, ça veut dire que c'est l'ensemble des matrices, un hyperplan de Mn de R, c'est l'ensemble des matrices telles que L de M égale 0, où L est une forme linéaire sur Mn de R non nulle, hein, pour que ce soit vraiment un hyperplan. Et par non-dégénérescence de la forme trace, d'accord, la forme qui a A et B donne trace de AB, eh bien, vous allez avoir, si j'appelle E Mn de R, vous allez avoir un isomorphisme entre le dual et l'espace, hein, d'accord, comme c'est dans la leçon, et ça c'est bien vu dans la leçon, qui va faire en sorte que cette forme linéaire peut s'écrire sous la forme trace de A truc. Donc ça veut dire qu'on cherche les M tels que trace de AM égale 0, où A c'est la matrice qui correspond à L dans cet isomorphisme associé à la forme trace. Bon, donc entre parenthèses, A est non nul, mais sinon A peut être n'importe quoi, et donc en particulier A est non nul. Mais sinon, A peut être non inversible, hein, attention. Donc quand on va utiliser A égale OS, c'est-à-dire la décomposition polaire, il faut faire attention que ce n'est pas la décomposition polaire qui assure l'unicité. Il y a la décomposition polaire pour les matrices inversibles, d'accord, et ensuite, par continuité, on arrive à définir une décomposition polaire, mais qui, elle, n'est pas unique. On peut décomposer, mais il n'y a plus unicité. Voilà, hein, c'est tout, hein, parce que A n'est pas forcément inversible. Voilà. Dans ce cas-là, O est orthogonal, ça reste orthogonal, et S, c'est plus symétrique défini positif, c'est juste symétrique positif, à cause justement de ce passage à la limite, hein, par continuité de la décomposition polaire. Alors, vous avez donc O, P, D, P transposé, parce que S est symétrique, donc est diagonalisable en base orthonormée. Et on fait un changement de variable, on utilise la propriété de la trace, c'est vraiment très joli. Voilà, donc je vous laisse regarder. Après, on se ramène à une équation très très simple, et on prouve qu'il va y avoir des solutions, qu'il va y avoir une matrice orthogonale solution. Voilà, oui, je vous laisse regarder, c'est vraiment très très joli. Le théorème d'orthogonalisation simultanée, il est, bon, oui, c'est pas d'une originalité folle, mais c'est très raisonnable. En fait, vous voulez une base qui soit simultanément orthogonale pour une forme quadratique donnée et pour un produit scalaire, hein, parce que vous êtes sur un espace euclidien. Voilà, et si elle peut être orthonormée, c'est encore mieux, mais ça, c'est pas difficile, hein, une fois qu'on aura la base orthogonale pour les deux. Donc, l'idée, c'est de comparer, hein, regardez, ces deux formes. Et quoi de mieux que de regarder la fonction Q, qui est continue, sur la sphère, mais cette fois-ci, la sphère pour la forme euclidienne, évidemment, parce que c'est la sphère pour le produit scalaire. Et donc, comme c'est continu sur la sphère qui est compacte, eh bien, il va y avoir un max, lambda. Et donc, on va pouvoir écrire lambda x, donc l'application de E dans R, qui a x de E associe lambda xx moins q de x. Eh bien, sur la sphère, par maximalité de lambda, eh bien ça va être une forme qui va être positive. Et comme elle est positive sur la sphère, par homogénéité de degré 2, hein, on va avoir une forme positive sur toutes. Et là, on peut appliquer Cauchy-Schwarz, qui va nous dire que Cauchy-Schwarz, parce que bon, je vais appeler Q lambda cette forme quadratique-là, ça c'est bien une forme quadratique, et Cauchy-Schwarz va me dire que si je suis orthogonal à U pour Q, alors je suis aussi orthogonal à U pour la forme, pour le produit scalaire. Et ça va nous faire le début d'une récurrence, et on obtient l'orthogonalisation simultanée. Regardez, hein, je vous conseille de regarder en détail, mais c'est très très raisonnable. Hein. Y a une variante de ça, où on remplace cette différence par Q de x divisé par xx sur E moins 0, et bon,
où on va dire il va y avoir un max sur la sphère et on va prendre la différentielle. C'est joli aussi. Les deux sont dans le carnet de voyage en Algérie. Le critère de Sylvester, pour calculer la signature. Comment calculer une signature? Vous allez me dire, il y a la méthode de Gauss. Elle est très bien. Mais voilà une autre méthode par les mineurs principaux. On va supposer qu'on est sur un ouvert de l'espace des matrices symétriques. Et c'est l'ouvert défini par les mineurs principaux non nuls. Alors, les mineurs principaux, c'est les déterminants des matrices, des sous-matrices principales. Hein, d'accord? Donc, on regarde la matrice en partant de là et en se fixant ici un élément, un nombre là, une taille de matrice, mais on part toujours d'ici. Donc, vous allez avoir n, sur une matrice Nn, vous allez avoir n mineurs principaux. Vous supposez tous qu'ils sont non nuls. Alors, on peut calculer, par les changements de signe des mineurs principaux successifs, la signature d'une matrice symétrique. Et c'est basé sur quoi? C'est basé sur le fait que quand vous allez prendre, donc c'est une récurrence, et quand vous allez prendre la sous-matrice principale ici, Sn-1, donc là vous avez votre matrice S, avec cette sous-matrice principale Sn-1, là vous avez des éléments, étant donné que delta n-1 est différent de 0, ça veut dire que votre forme quadratique associée à S, dans la base canonique, va être telle que S sur l'hyperplan qui est ici, pour les EI, I de 1 à n-1, d'accord, sur cet hyperplan, est non dégénéré, puisque le déterminant est non nul. Et comme c'est non dégénéré, alors, ici, je l'ai mal écrit, mais ici, cet hyperplan est en somme directe avec l'orthogonale. C'est un si et seulement si d'ailleurs, hein, mais bon, on ne se sert pas du si et seulement si, ça implique. Et ici, c'est de dimension 1 engendré par un certain élément E'(n). Donc ici, vous allez avoir E1 jusqu'à En, et là, au lieu de prendre En, vous prenez E'(n), hein, cette orthogonale-là. Donc vous regardez Q, votre forme quadratique associée à S, dans la base canonique, puis dans une base adaptée à cette décomposition-là. Donc ça va être congruent, et vous allez pouvoir dire que comme c'est congruent, les déterminants sont de même signe. Voilà. C'est assez joli aussi, et ça permet de calculer la signature d'une matrice grâce à des changements de signe. Et oui, ça demande que cette matrice vérifie que les mineurs principaux sont non nuls. Donc ça, c'est quand même un ouvert, et en plus, c'est pas difficile de voir que c'est un ouvert dense, donc, comment dire, c'est pas trop fantaisiste hein, comme critère. Il y a le développement, joli développement, sur les formes de Hankel, où P est un polynôme réel, on part d'un polynôme à coefficient dans R, et on veut savoir combien il a de racines distinctes, combien il a de racines réelles. Eh bien, Hankel propose une forme quadratique sur l'espace Rn plus 1, ou si vous voulez, qu'on peut traduire en une forme quadratique sur l'espace des polynômes de degré inférieur à ou égal à n, ou à l'infini degré de p. Et cette forme qu'il propose a pour signature st. Donc on calcule sa signature, par exemple par le critère de Sylvester. Bon, voilà. Et on sait que s plus t, ce sera le nombre de racines distinctes du polynôme p, et s moins t, le nombre de racines réelles. C'est vraiment assez magique. C'est bon, voilà, c'est un truc que je conseille de regarder. C'est un truc de bon niveau. Et puis là, un niveau encore un petit peu plus affiné. Donc à chaque fois qu'on a une forme quadratique réelle, non dégénérée, elle sera de signature st avec s plus t égale n, la dimension de l'espace ambiant, et on pourra regarder le groupe orthogonal de cette forme quadratique qui va être isomorphe à O de st, donc c'est-à-dire le stabilisateur pour l'action de congruence de la matrice IST, la matrice de forme normale avec que des 1 et des moins 1. Et cette fois-ci, il n'y a pas de 0, parce qu'on est parti d'un truc non dégénéré. Eh bien, O de ST, c'est un groupe, évidemment, un sous-groupe de GLN, et il est homéomorphe. Alors attention, c'est homéomorphe, c'est pas isomorphe en tant que groupe, hein, c'est juste homéomorphe comme espace topologique à O de S, donc ça c'est le groupe orthogonal en dimension S, croix O de T, groupe orthogonal en dimension T, croix R puissance ST.
Voilà, ça c'est quelque chose d'assez intéressant et ça utilise la décomposition polaire, les propriétés de l'exponentielle, etc. C'est un truc, vous pouvez le trouver dans le chapitre 6 de Nouvelle Histoire hédoniste de groupe et de géométrie. Et voilà, j'ai fait... Après, il y en a des plus difficiles, il y en a sur la théorie des représentations qui sont pas mal, mais c'est quand même beaucoup plus haut perché. Voilà, on a dit à peu près tout ce qu'il fallait dire sur cette leçon 171. Je pense on a fait le tour du problème, mais regardez-la bien parce que pour la plupart des candidats, c'est quand même une leçon difficile et pour le jury, elle est moins difficile. Le jury est plus habitué, il a plus ça dans son ADN que les candidats. Donc il faut regarder un certain nombre de points, hein, et c'est pour ça que j'ai essayé d'insister un petit peu sur cette leçon. Voilà, on s'arrête là.